contexte très problématique qu'on a vécu en 2015, le premier des objectifs a été d'engager de manière la plus construite et collaborative possible un travail pour dépolluer avec le contrôle de plusieurs bureaux d'études, de l'ARS, de l'INERIS, afin d'ouvrir l'établissement dans des conditions sanitaires parfaites pour accueillir des collégiens et le corps enseignant. On était dans un milieu très complexe. Il fallait générer en fait des outils de travail pour aller éliminer toute la contamination gazeuse qui était de l'ordre de grandeur de plusieurs milliers de nanogrammes par mètre cube dans les locaux, dans les classes du collège. Et il fallait en fait ramener ça, vu le fait que c'est un établissement sensible, il y a des seuils beaucoup plus contraignants qui s'appliquent et ce seuil est de 30 nanogrammes par mètre cube. Dans les démarches de gestion des sites et sols pollués et d'évaluation des risques sanitaires, on a différents principes, dont le principe de prudence. Dans le cadre des modélisations pour effectivement valider les seuils de dépollution, on a vraiment poussé les scénarios de manière très précautionneuse en se disant le professeur va loger dans les logements de construction, il va avoir des enfants, ces enfants vont venir dans ce collège, il va avoir plusieurs années de scolarité et il deviendra aussi peut-être professeur. Et la valeur toxicologique de référence est aussi une valeur qui correspond à une exposition de 24 heures sur 24, 365 jours par an. On a vraiment pris le maximum de durée d'exposition. Sur les mesures de suivi, c'est des milliers, voire des centaines de milliers de valeurs de données sur 20 points à l'intérieur du site qu'on suivait de façon très régulière et 13 points en dehors du site, dont les maisons voisines, les immeubles, les établissements sensibles qui étaient dans le périmètre. Mais à l'extérieur, on n'a jamais dépassé les valeurs limites. Ça permet quand même de tranquilliser les populations voisines et puis de renseigner l'administration avec qui on a été en permanence en contact et à qui on rendait compte. Également, les paramètres ambiants, la température, l'humidité dans l'air, les paramètres du bâtiment en tant que tel, les taux de porosité du béton, etc. étaient des facteurs très importants. Je pense que c'est l'un des sites qui a été le plus suivi, le plus mesuré d'Île-de-France, voire de France, pour une telle dépollution. Avec le groupe de travail, décidé d'une première phase de purge pour purger les pollutions les plus importantes, ce qu'on appelle les sources de pollution concentrées, pour éliminer ces sources, parce que la méthodologie le préconise d'une part, et puis pour enlever aussi la part la plus significative des émanations volatiles. En termes opérationnels, on a mobilisé des pelles mécaniques, des camions et puis tout un dispositif de suivi de qualité des sols en place et des sols évacués bien sûr. On a trouvé donc à la verticale, au droit de l'UQAD, les anciennes canalisations qui n'avaient pas été éliminées, dans lesquelles on a trouvé vraiment du mercure pur. Or, comme le mercure est un métal qui est corrosif, il mange le béton et donc en fait il s'est infiltré à des profondeurs plus élevées. L'experte a dit, vous avez trouvé du mercure, il faut décaper tout sur moins de 3 mètres pour enlever toutes les canalisations et là, pour lever le doute. Il faut vous imaginer la cour et tout le pourtour du collège à moins de 3 mètres par rapport à ce que c'est actuellement. Et on avait toujours du gaz.
La thermopile, c'était un procédé relativement innovant, l'idée étant de chauffer les sols à plusieurs centaines de degrés, de volatiliser le produit, en l'occurrence là le mercure, qui est très volatile, et donc ça permet de faire disparaître les billes de mercure, de les transformer en phase vapeur. Ensuite on les aspire et on les récupère sur un dispositif, soit de charbon, soit on les condense pour récupérer du mercure liquide. Cette thermopile qui était là juste en dessous de nous a permis de traiter plusieurs centaines de mètres cubes de sol. On a des gains de temps et des économies budgétaires tout en évitant de mettre des camions sur la route et d'évacuer des déchets à plusieurs centaines de kilomètres. Le bâtiment était là, il ne fallait pas le mettre en danger. Donc il y a des bureaux d'études structurelles, géotechniques, qui ont accompagné en fait tout le processus. Donc on a creusé en fait sous le bâtiment, entre les pieux, pour aller éliminer la contamination, donc jusqu'à moins 6 mètres dans la zone source, pour finalement donc obtenir le résultat escompté. On a évidemment remblayé le site avec des matériaux sains, inertes, qui ne provenaient pas d'un quelconque site industriel. Une géomembrane, c'est un dispositif de sécurité complémentaire qui n'était, au regard des résultats, pas nécessaire dans son développement, mais qu'on a souhaité malgré tout mettre en place parce que la pratique le veut et parce que les discussions qu'on avait en permanence avec l'INERIS qui regardait tout ce qu'on faisait et l'experte judiciaire qui avait également pour mission de suivre et de donner son avis sur toutes les opérations de dépollution ont tous jugé nécessaire que l'on fasse plus blanc que blanc pour cette dépollution. On a, à partir du mois de septembre 2022, observé une période de repos de 6 mois pendant lequel le bâtiment était dans son état d'exploitation, chauffé. Et c'est seulement à ces moments de l'achèvement de cette dépollution et de la surveillance du site que l'INERIS a pu travailler pour agglomérer toutes les données de mesure, émettre un avis, formuler un rapport dont les conclusions sont tout ce qu'il y a de plus positives. Au niveau des concentrations qui ont été observées en mercure, les concentrations sont bien en deçà de la valeur de référence toxicologique et dans la gamme des concentrations que l'on va retrouver en air extérieur ou en air intérieur, hors site pollué. Donc là, ce sont vraiment des valeurs très faibles. Les objectifs fixés sont dépassés.